Donc, bonjour tout le monde, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le premier webinaire de HSO en France. Donc, il y a forcément un petit peu d'émotion chez nous. Merci de nous avoir rejoints. Donc, on va commencer par une petite présentation des différents intervenants. Donc, je suis Pauline, je suis en charge du marketing chez HSO et je suis accompagnée aujourd'hui de Virginie, qui est notre experte, notre consultante experte en finance, de Pierre, qui est chef de projet, et Mehdi de chez Microsoft qui nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais juste vous faire, on va pas passer trop de temps dessus, mais juste vous présenter globalement qui est HSO pour que voilà, vous puissiez d'emblée nous connaître un petit peu mieux. Chez HSO, on a 30 ans d'expérience où on travaille main dans la main avec Microsoft depuis 30 ans. On est une entreprise internationale, donc comme le montre du coup là maintenant, on est vraiment présent partout dans le monde. On a plus de 15 entités différentes et en fait, on a vraiment un mode de fonctionnement et de développement qui s'apparente à celui de Microsoft. C'est-à-dire que on a vraiment des bureaux dans chacun des pays et à chaque fois quand on arrive dans un pays, c'est qu'on est vraiment là pour y rester, pour s'y développer. On a déjà à notre actif plus de 2500 projets Microsoft délivrés. On a été nommé plus de 23 fois dans la catégorie du partenaire Microsoft de l'année. Et voilà, on fait partie du top 1% des partenaires de Microsoft dans le monde. Donc là, globalement, pour vous expliquer quelle est notre expertise, on est vraiment positionné sur différentes industries, donc que ce soit retail distribution, manufacturing, les services financiers, les gouvernements, donc tout ce qui est secteur public, aussi les services professionnels ou les associations en but non lucratif. Chez nous, chez HSO en France, notre expérience et notre expertise est vraiment centrée autour de deux industries phares que sont le retail, la distribution et le manufacturing, ce qui ne nous empêche pas évidemment aussi de couvrir les autres industries. Sur ces marchés, on couvre l'entièreté des solutions de la plateforme Microsoft Dynamics, que ce soit donc sur toute la première partie que vous voyez ici, la partie UO, enfin la partie plutôt ERP, avec les modules évidemment de finance, de supply chain, mais aussi sur toute la partie commerce. À toute cette partie d'ERP, on peut venir greffer une solution ici de Customer Engagement, aussi appelée le CRM, où là, on va avoir des briques pour les commerciaux, pour le marketing, pour le SAV, et aussi avec une brique Field Service pour intervention sur site si nécessaire. À ça encore vient s'ajouter toute une partie analytics, où l'idée est de venir analyser et restituer la donnée dans les modules de la solution, mais aussi on peut aller chercher des sources en dehors de la plateforme Dynamics, toute cette partie-là. Puis vient la partie évidemment Modern Workplace, où les outils sont vraiment intégrés à la plateforme et ça vient, toute cette partie Modern Workplace, ça vient vraiment accélérer l'usage pour les deux briques du dessus que je vous ai présentées, la partie ERP et la partie CRM. Par exemple, on voit avec Office 365, pour tout ce qui est référentiel fournisseur, vous pouvez venir extraire de la donnée dans un fichier Excel, la modifier, puis après la réinjecter dans votre ERP ou même dans votre CRM. On a ensuite les deux dernières briques, la brique application avec notamment la Power Platform et Power Apps, où là, on va venir développer des fonctionnalités avancées qui correspondent donc à des spécificités métiers. Et ça permet vraiment à l'intégrateur de ne plus toucher au cœur de la solution, mais de venir y connecter des apps en extension de la plateforme existante. Et puis, la toute dernière brique, là, c'est une fois que l'ensemble des modules ont été mis en place et des fonctionnalités ont été mises en place, on propose des solutions d'accompagnement, de support et de service managé, évidemment en fonction des problématiques des clients. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On a commencé, je suis juste en train de présenter HSO. On va bientôt rentrer dans le vif du sujet. Donc, au sommaire aujourd'hui, on a divisé donc la présentation en 3 parties. La première partie, c'est pourquoi moderniser sa solution de gestion. La deuxième partie, c'est la nécessité d'avoir un plan d'attaque. Et ici, on n'est pas sur une plongée technique et technologique très importante, on est plutôt sur des enjeux stratégiques, comprendre en fait quelle est la stratégie, la transformation digitale, on va parler cloud et on va parler aussi delivery. Et enfin, la troisième partie, comment se préparer concrètement. Et donc là, on va aborder aussi les questions de méthodologie.
Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on pourra y répondre et on pourra échanger après. Si jamais on voit qu'on n'a pas le temps d'échanger après, vous inquiétez pas, on prendra vos questions et on vous répondra, de façon personnalisée, soit cet après-midi, soit dans les jours à venir. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. Donc la première partie, pourquoi moderniser sa solution de gestion? Donc là, on se rend compte que parmi tout ce que nos clients, parmi tous les 2500 projets qu'on a pu mettre en place, il y a quand même 7 signaux d'alerte sur lesquels il faut vraiment que vous puissiez porter une attention particulière. La première raison qui peut vous pousser à moderniser votre ERP, c'est que votre solution actuelle ne s'adapte pas à votre croissance. Et là, il y a Virginie qui me rejoint. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, effectivement, votre croissance, qu'elle soit due à des nouveaux marchés, donc des nouveaux business models, qu'elle soit due à une croissance externe comme un rachat ou une croissance à l'international. Souvent, vos anciens systèmes ne sont pas adaptés, n'ont pas la capacité et la performance en fait pour répondre à vos besoins de croissance. Et donc, ça peut être du coup une des raisons en fait de changer votre solution. Oui, tout à fait. Et donc là, du coup, on est en lien aussi avec la deuxième raison, qui est que vous ne répondez plus aux attentes de vos clients et de vos collaborateurs et ou de vos collaborateurs. Oui, votre solution actuelle, elle est trop figée, souvent trop complexe, elle ne vous permet plus d'évoluer. Vous avez des attentes en fait de vos clients, notamment suite à des nouvelles offres en fait qui doivent demander des développements complémentaires. Vos collaborateurs souhaitent de leur côté avoir plus de peut-être de reports, plus d'informations et également ben, à l'heure actuelle d'autant plus de pouvoir plus travailler à distance et pouvoir collaborer. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est là où on s'imagine même que votre ERP n'est peut-être pas mobile alors que vos collaborateurs et vos clients, eux, travaillent en mobilité. Troisième raison, votre système de gestion est un bricolage de divers logiciels. Bon, on le sait bien, à l'heure actuelle, il y a le RP et puis il y a les applications qui sont autour, qui sont imbriquées, qui souvent ne communiquent pas, ils sont souvent ne pas interfacées. Donc, ça demande beaucoup de ressaisie de la part de vos collaborateurs, donc potentiellement des erreurs humaines. Et de toute façon, dans la collaboration qu'on attend en fait actuellement, effectivement, le fait que ces divers logiciels, ça pousse les gens à travailler en silo et à moins collaborer actuellement. On n'a pas de vision à 360 degrés et c'est vraiment ce qu'on attend maintenant d'un outil. Mmh. C'est vraiment des remontées clients concrètes qu'on vous explique là dans les différents signes. Et alors là, la quatrième pardon, raison, c'est que votre solution est obsolète. Et autant d'habitude, si on vous parle d'héritage, c'est pas quelque chose qui vous dérange, mais là, dans le cas d'un ERP, ça peut être un peu dérangeant. Oui, ben, de plus en plus souvent, les solutions sont en passe de ne plus être maintenues ou sont d'ores et déjà plus maintenues parce qu'on sait en fait que les éditeurs maintenant souhaitent absolument font des volontés de version dans lesquelles en plus ils intègrent des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est absolument essentiel en fait effectivement d'être up-to-date quant à votre solution. Tout à fait. Et ça, c'est en lien aussi direct avec donc la cinquième raison, c'est que vous accumulez une dette technologique. Oui, tout à fait. Donc, le fait effectivement de ne pas faire ces montées de version, vous avez donc pas du tout toutes ces fonctionnalités. Et puis également, on peut aussi dire dans la dette technologique qu'on souvent, en fait, les systèmes sont hébergés sur site et donc ne permettent pas justement toute cette mise à disposition à distance en fait, des systèmes ou le permettent, mais de façon compliquée avec un manque de performance et d'agilité. Oui, tout à fait. Et donc là, ce qui est aussi un peu lié à la dette et ce qui est l'une des raisons principales qui peut vous pousser à la modernisation de votre ERP, c'est que la sécurité de tous vos systèmes informatiques est insuffisante. Oui, vous pouvez constater en fait des failles dans un système de sécurité et donc vous pouvez craindre des cyberattaques, ce qui est extrêmement d'actualité hein, en ce Ouais, moment. ouais. Après, si vous avez du budget pour payer des rançons pour vos données, pas de souci, hein, mais Je pense que oui, personne n'a envie de ça. Mais au-delà de ça aussi, sur la sécurité, c'est que souvent, en fait, les sauvegardes, enfin, l'hébergement étant fait sur site, on n'a pas de sauvegarde externe. Et donc, on risque toujours, en fait, d'avoir un impondérable extérieur et d'avoir de la perte d'informations.
Et enfin, la 7e et dernière raison, c'est que vous emmagasinez des datas, donc vous en avez plein, mais vous n'avez pas vraiment de vision stratégique. À quoi vous servent toutes ces datas? Alors ça, c'est vraiment, on va dire que c'est en liaison avec aussi la raison numéro 3, hein, c'est le fait que on est souvent en fait sur des gens qui travaillent en silo, sur lesquels il n'y a pas de communication. Du coup, vous avez les sources d'information ne sont pas consolidées et vous n'avez pas de vision d'ensemble de vos données. Souvent également, vous n'avez pas d'outils graphiques et vous ne pouvez pas mettre à disposition les KPI, ce qui est extrêmement demandé par les directions actuellement. Tout à fait. Donc, pour la faire courte, vous passez trop de temps, trop d'énergie, trop de ressources et beaucoup trop d'argent avec votre système de gestion actuel. Et donc, c'est là où on se rend compte que votre modernisation passe par celle de votre ERP. Il faut vraiment, et ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est que votre ERP devienne vraiment un facilitateur, un vrai catalyseur de votre croissance et pas seulement un centre de coût. Et là, on fait le lien direct avec les spaghettis. Oui, alors là, c'est ce qu'on voit. Donc, passer d'un ERP hérité à un ERP moderne, c'est passer en fait de monolithe, on va dire, historique. Donc, ce bloc de spaghettis, en fait, parce que souvent accompagné d'un certain nombre d'applicatifs connexes qui sont pas imbriqués en fait de façon, on va dire, efficace et qui sont un vrai poids en fait pour votre entreprise. À un ERP moderne, donc souvent hein, ça va avec le cloud évidemment, modulaire, puisque on verra après avec l'architecture que propose maintenant Microsoft. En fait, on a plein de possibilités et on va pouvoir imbriquer en fait les différents applicatifs selon vos besoins, mais de façon, on va dire, intelligente et ainsi accélérer votre transformation digitale. Donc, tout ça, ça va conduire à fidéliser vos clients parce que vous allez avoir beaucoup plus d'informations, vous allez pouvoir faire en sorte d'adapter vos offres aussi à vos clients parce que l'information, hein, on sait que ça donne cette possibilité, en fait, on connaît mieux ses clients, donc on sait mieux les servir. Responsabiliser vos employés, mais également leur donner beaucoup plus de moyens. Donc, du coup, ils vont pouvoir prendre le pouvoir un peu sur le système et du coup aussi mieux collaborer ensemble. Optimiser vos opérations et optimiser vos offres commerciales aussi, toujours par rapport à toute cette intelligence qu'on met dans les systèmes et transformer vos produits. Vous aurez beaucoup plus de moyens pour mettre en œuvre vos nouvelles offres commerciales et de fait, cela va accompagner en fait votre transformation stratégique, on va dire. Tout à fait. Donc, OK, on a vu que passer à un ERP moderne, ça pouvait être bénéfique, mais du coup, quels sont vraiment les bénéfices que vous pouvez attendre à changer votre solution de gestion? Donc, la première chose, c'est que vous pouvez vous attendre à plus d'efficacité parce que vous allez avoir des reportings intelligents qui vont être disponibles en 24/7, que ce soit depuis un PC, depuis une tablette, depuis un smartphone. Ça va vraiment être disponible à tout moment. Vous allez pouvoir avoir des KPI en fonction des métiers, en prenant en compte l'historique, en prenant en compte l'encours, en prenant en compte le prévisionnel aussi. Vous allez pouvoir être plus productif, notamment grâce à l'application vraiment concrète du low-code. On reviendra sur ces notions-là un petit peu plus tard dans la présentation. Mais l'idée, par exemple, c'est grâce au low-code et à l'automatisation, on peut se dire que on met en place un contrôle qualité qui est renforcé sur une chaîne de production avec, par exemple, une détection de défauts qui est automatique grâce à des caméras. Et du coup, ça vient remonter directement dans le système, ça vient déclencher un flux en fonction de la qualité des pièces. Donc voilà, c'est des exemples qui peuvent directement lier donc à l'IoT et en plus combinés au low-code. Le troisième bénéfice, c'est que vous allez pouvoir être plus innovant. Ça, c'est aussi directement lié au fait que comme vous allez perdre moins de temps avec votre nouvelle solution, vous allez pouvoir du coup avoir plus de temps pour être plus innovant et vous allez aussi pouvoir notamment, par exemple, adopter de nouveaux business models. Et donc, vous allez pouvoir, par exemple, développer votre activité en e-commerce avec un connecteur e-commerce du marché et du coup intégrer les flux e-commerce dans vos flux métiers existants. Euh, le quatrième bénéfice, c'est que vous allez pouvoir avoir aussi un petit peu plus de clairvoyance.
notamment grâce à l'action combinée de la data évidemment, mais de l'intelligence artificielle et aussi du machine learning. Par exemple, quand vous combinez ces trois briques-là, vous allez pouvoir vous dire que vous allez choisir un fournisseur plutôt qu'un autre en fonction, par exemple, du délai d'approvisionnement constaté et surtout par rapport à une urgence de commande. Vous allez pouvoir analyser vraiment les comportements de fournisseurs. Le cinquième bénéfice, c'est que vous allez aussi renforcer la collaboration. C'est un point qu'on vous a évoqué déjà un petit peu au-dessus. Rien que par le fait d'avoir un ERP qui est accessible dans un navigateur avec un login ou un mot de passe, avec la fibre, avec le Wi-Fi, que ce soit sur un PC, sur un smartphone, c'est vraiment tous vos collaborateurs, on va vraiment gommer toute la frustration qu'ils vont pouvoir avoir avec un système qui ne fonctionne pas. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est que évidemment, vous allez gagner en performance. Et là, vous allez vraiment pouvoir amener directement les best practices du marché dans votre ERP. Voilà, donc c'est fini pour cette première partie. On aborde maintenant directement la deuxième, donc sur la nécessité d'avoir un plan d'attaque. Oui, alors, pardon. Donc, c'est moi qui prends le relais. Donc effectivement, chez HSO, en fait, pour pouvoir, en fait, moderniser votre ERP et vous proposer un ERP moderne, on a 4 piliers, en fait, sur lesquels on se base. Donc la stratégie qui doit être, au cœur, en fait, de vos décisions technologiques, la transformation, que vous verrez ensuite avec Mehdi, le cloud et le delivery, que vous verrez avec Pierre, également, par la suite. Donc, la stratégie, alors effectivement, c'est notre premier pilier puisque ce qu'on dit, c'est que la stratégie, c'est le cœur de votre système d'information, c'est pas la technologie. La technologie doit vous accompagner et doit vous permettre de mener les stratégies que vous souhaitez avoir. Le marché évolue, votre business aussi. On l'a vu tout à l'heure, en fait, il y a des nouveaux business models. Il y a en fait des adaptations aux évolutions des clients, la croissance internationale. Tout ça, en fait, ça va vous amener à vouloir changer. Mais du coup, dans vos choix en fait d'applicatifs, forcément, le fait de vouloir faire tout ça, ça va l'idée en définitive vos choix technologiques. Donc, euh, quels sont vos objectifs, quels sont vos choix en fait stratégiques? C'est ça qui va vous amener à vous poser la question de comment la technologie accompagne les choix stratégiques et pas l'inverse. C'est le point de départ pour nous chez HSO, pour la mise en place de votre nouvel système d'information. Alors, déjà, par contre, pour commencer, nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, on a souvent, en fait, dans la stratégie, plusieurs enjeux, plusieurs priorités. Et en fait, on a plusieurs exemples de priorités, mais ce qu'on dit à nos clients, en fait, c'est qu'il faut, en fait, effectivement, y compris dans la mise en place, en fait, de l'ERP, prioriser vos enjeux. Donc, et dans les exemples de challenge qu'on peut avoir, donc on va avoir, alors vous souhaitez souvent déployer une nouvelle solution, mais il faut réorganiser vos processus métiers et gagner en flexibilité pour répondre plus rapidement aux demandes du marché. Donc, faire en sorte, en fait, au moment du déploiement, de prendre ça en compte. Ensuite, vous allez en fait, de plus en plus aussi avoir une stratégie omnicanale. Et vous voulez revoir le paysage applicatif qui est beaucoup trop complexe dans la plupart des entreprises. Vous voulez automatiser davantage de processus en évitant la démultiplication des données. Et on va voir en fait par la suite que effectivement la possibilité que donne Microsoft avec toute la Power Platform, ça permet effectivement d'atteindre cet objectif-là. On veut automatiser, mais on n'augmente pas le nombre d'applications. On veut aller plus vite et gagner en productivité et améliorer le flux de travail des employés et faciliter le besoin de rapidité. On voit effectivement qu'on a en fait de l'automatisation, mais on a aussi en fait pas mal de possibilités pour faciliter les flux et donc faire en sorte que des tâches répétitives ne soient plus gérées en fait par les collaborateurs et on gagne du coup en rapidité forcément.
Si d'ailleurs, sur ces enjeux-là, sur ces priorités-là, ce sont des choses que vous avez, ce sont des situations dans lesquelles vous reconnaissez, n'hésitez pas à nous les indiquer aussi, dans le chat où, on reprendra contact avec vous justement pour savoir s'il y a des situations dans lesquelles vous aussi vous vous retrouvez. Donc pour HSO, c'est quoi pour nous avoir une vision moderne des applicatifs ERP? Donc on dit souvent que les applicatifs ERP sont trop lourds, trop lents, et donc du coup, par opposition, ben, forcément, il faut qu'ils soient légers, flexibles, et aussi la mise en place, la mise en œuvre en fait de ces ERP doit passer par des itérations. Donc une partie de notre Peut-être approche. peut-être expliquer un petit peu du coup, ce que tu veux dire par itération? Alors, comme en fait on parlait au-dessus de prioriser en fait ce qu'on attend de son ERP, c'est aussi prioriser en fait les fonctionnalités qu'on veut mettre en place et définir en fait des steps pour pouvoir effectivement mettre en œuvre en fait ces ERP. De pas monter en fait une grosse étape d'un coup, mais dire Mmh. l'escalier, on passe pas du rez-de-chaussée au premier sans monter par des marches. Et ben, c'est Ouais, exactement étape ça. par étape. Étape OK. par étape, en fait, pour sécuriser en fait votre implémentation et faire en sorte qu'on sait, on connaît en fait le nombre d'échecs qu'il y a eu dans la mise en œuvre de RP. Et il nous semble vraiment important en fait d'avoir ce mode itératif pour vous sécuriser et pour s'assurer en fait que ben, vous continuez votre business aussi pendant le temps de la mise en œuvre de l'ERP. Oui. Donc déjà, alors aussi pour revenir là-dessus, sur notre approche, c'est que en fait, on souhaite d'abord cartographier l'applicatif, votre applicatif en place, et suite à cette cartographie, identifier en fait quand peut-être un applicatif métier est trop imbriqué et limité en fait dans ce que vous avez mis en place. Il y a en fait actuellement dans la proposition en fait que font les ERP et Microsoft en particulier quand on parlait de monolithique à modulaire, effectivement, le fait de pouvoir intégrer beaucoup plus de choses en fait dans votre écosystème. Donc, on a la base, ce qu'on connaissait, mais on a aussi le marketing, on a la vente, tout ça, qui étaient des modules qui étaient délaissés, en fait, sont maintenant, on va dire, intégrés, hein, mais euh, on le verra avec Média après. Mais en plus de ça, du coup, ça donne beaucoup plus de flexibilité, y compris s'il faut inclure, en fait, un applicatif, en fait, spécifique à votre business. Alors, sachant que Microsoft propose quand même sur sa plateforme énormément d'applications, ce qui vous permet aussi de sécuriser quand même le fait de pouvoir répondre à vos besoins business en passant par une plateforme complètement Microsoft. Mais s'il faut, on peut aussi introduire des applicatifs externes on va sélectionner avec vous pour s'assurer en fait qu'ils répondent à votre besoin. Donc souvent ce qu'on appelle des best of breed. Voilà, donc en fait, c'est vraiment notre idée, c'est de dire on va regarder ensemble et avoir une vision complète de votre besoin et ne pas non plus faire en sorte en fait de gérer avec vous en fait cette coordination d'application pour justement ne plus avoir des spaghettis emmêlés et de construire intelligemment votre écosystème applicatif. Mais Donc je laisse je la te main laisse maintenant prendre la main. à Mehdi sur la transformation. Merci, Oui. merci. Bonjour tout le monde. Donc, je vais parler de la partie transformation, mais je vais reprendre un petit peu donc, pour appuyer ce qui a été dit par rapport aux besoins, pourquoi se transformer et comment le faire aussi. Donc, premièrement, nous, en travaillant avec différentes entreprises dans le monde qui sont des clients Microsoft, donc des petites jusqu'aux entreprises de la Fortune 500. Donc, ce qu'on a retrouvé, c'est que voilà, toutes les organisations ne peuvent plus survivre donc des process qui sont très lents, semi-automatisés ou des projets d'envergure de changer tout le RP ou tous les applications métiers qu'ils ont d'un coup. Ils peuvent plus aussi supporter donc des ERP anciens qui ont été développés pour les besoins business dans le temps, d'accord? Je parle par exemple de la supply chain qui a été développée sur une partie où plutôt on cherche vraiment à avoir le moindre coût, qui n'est plus le cas aujourd'hui, et qui ont été customisés beaucoup pour répondre à ces besoins-là. Donc ça, les sociétés ne peuvent plus y vivre en voyant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et toute la nécessité d'être flexible et de s'adapter
aux besoins qui émergent, aux nouveaux besoins qui émergent plus rapidement qu'auparavant. Donc, pour cela, ils s'orientent vers du SaaS, donc des applications métiers qui peuvent être déployées agilement, rapidement, d'accord, n'importe où, et qui permettent de travailler de n'importe où et de les déployer aussi de n'importe où, de plus d'automatisation, d'utiliser au plus possible l'intelligence artificielle et machine learning, une approche microservice en architecture pour pouvoir donc utiliser ces microservices lorsqu'il est nécessaire et de les mettre au pause lorsqu'il n'est plus, on n'en a pas besoin. Donc, ils permettent d'alléger beaucoup les différentes applications métiers. Mais aussi, donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils cherchent aussi une approche composable. Alors, c'est quoi composable? C'est-à-dire, comme j'ai dit, on veut éviter ce qu'on appelle rip and replace, donc enlever tout un RP et le remplacer d'un coup, ou toute une autre brique, pas seulement le RP, donc des applications business. Et pour cela, ce que les sociétés essaient de faire aujourd'hui, c'est de se focaliser sur les process qu'ils veulent améliorer en premier lieu, donc déployer une solution pour ces process-là et commencer l'approche dont parlait Marie tout à l'heure, donc une approche itérative en déployant de plus d'applications qui permettent d'améliorer les autres process qu'on n'a pas targetés dès le départ, mais qui nécessitent donc une amélioration. Donc, en partant de là, donc nous, notre approche, c'est de mettre les données au milieu. Donc, si tu peux revenir sur le premier slide, je suis encore sur le premier slide. C'était un peu plus lent que prévu, mais c'est très important de mettre un peu le contexte. Pourquoi donc ce changement d'approche? Donc, en partant de là, donc, nous, on essaie de vous faire approcher le projet d'une différente manière. Donc, avant, ce que faisait, je disais, donc, on était plutôt réactif, on partait plutôt sur l'application et après, on cherchait l'intelligence et les reports et l'intelligence, alors qu'aujourd'hui, on part plutôt des données, donc un système de données ou des données standardisées qui permettent donc aux différentes applications de communiquer plus facilement et non seulement à vos différentes applications d'échanger des données plus facilement, mais aussi aux échanges avec vos partenaires, vos clients. Donc aujourd'hui, si on parle de données financières ou on parle de données de supply ou de données de clients ou autres, donc il y a quand même des formats de données qui sont standardisés et qui permettent donc cet échange de données plus facilement et de briques d'intelligence sur ces données-là. Et pour permettre d'avoir donc une approche itérative, donc nous, on a exposé notre ERP et notre CRM monolithique, qui était auparavant Dynamics 365 AX, par exemple, si vous le connaissez, ou CRM, en différentes briques qui touchent chacune ou qui adressent chacune un process ou un ensemble de process dans l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, il faut donc une des étapes importantes d'un plan d'attaque, c'est de ne pas seulement penser à l'ERP. C'est vrai que dans une transformation digitale, donc l'ERP est un élément très important, mais l'erreur que généralement des entreprises peuvent faire, c'est qu'ils se concentrent seulement sur l'ERP. Donc, ce que peut faire l'ERP et les process qui sont intégrés dans l'ERP. Donc, aujourd'hui, dans un plan d'attaque optimisé, je dirais, d'accord, c'est aussi, même si on va changer de ERP ou on va améliorer ou moderniser notre ERP, il faut penser aux autres briques qui viendront se briquer à cette ERP-là. Et c'est pour cela, donc aujourd'hui chez nous, donc, il faut penser plutôt à une plateforme de transformation. Donc, on peut appeler ça Digital Operation Platform, une opération une plateforme digitale d'opération. Et pour cela, Microsoft donc, est en unique position de vous offrir ça, parce que Dynamics 365, déjà, donc, qui offre cette partie Custom Experience et opération, est intégré à la plateforme de collaboration Modern Workplace, est intégré à une plateforme de développement low-code, no-code pour vraiment donc, vous donner la possibilité d'avoir une approche d'extensibilité au lieu de refaire la même erreur de développer et de customiser au plus, qui repose toutes ces briques reposent sur Microsoft Azure qui vous permettent d'avoir toute cette partie identity, security, management et compliance avec les régulations dans différents pays, si on est dans un cadre, bien sûr, d'une entreprise multinationale. Donc, sur la slide suivante, donc,
Pourquoi c'est très important donc de penser pas seulement aux process qui sont dans le RP, parce qu'aujourd'hui, si on veut se transformer, on doit devenir une entreprise axée sur les données, data-driven. Donc, les données ne sont pas seulement dans le RP, ils sont dans différentes entreprises qui doivent être accessibles et doivent être standardisées pour qu'ils puissent être facilement échangeables entre les différentes applications. Aussi, adopter la partie low-code, no-code pour optimiser, que ce soit la productivité des employés, donc donner aux employés la main de développer leur propre application, on verra des exemples, et aussi de travailler mieux, de permettre aux employés de travailler entre eux avec une plateforme de Modern Workplace, et aussi utiliser les innovations qui arrivent sur la partie réalité mixte. Donc, sur la partie axée sur les données, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir les données et les insights ou l'intelligence au cœur. Donc, ne pas penser à ça plus tard, après avoir déployé, après avoir mis en place, mais plutôt penser comment je vais tirer profit de ces données-là. Donc, et pour cela, nous avons donc une offre de différentes applications qui peuvent donc apporter des insights dès le départ, qui sont très paramétrés, qui sont infusés d'intelligence artificielle sur bien sûr les briques qu'elle touche. Si je prends Dynamics 365 Insight, donc c'est une brique qui a été développée donc, pour donner toute cette intelligence sur la partie vente. Pareil sur la partie service client Insight, la partie supply chain Insight qui vous permet de donner donc une visibilité sur toute la end-to-end visibility sur la supply chain. La partie Connected Store, par exemple, si je suis dans un contexte de retail, j'ai des magasins, donc se connecter aux différentes caméras et permet donc de remonter rapidement de l'intelligence, la partie Fraud Protection aussi. Donc, il faut penser que voilà, on doit avoir aussi des applications qui permettent d'utiliser et de tirer profit de l'intelligence artificielle du machine learning et qui sont prêtes à être utilisées et à améliorer, à customiser aussi ces reporting pour votre besoin. Donc, l'autre partie, c'est la partie low-code, no-code. Désolé, donc un autre exemple, j'ai raté. Penser un petit peu plus, faire un petit focus peut-être pour Customer Insight. Ouais, aussi, donc je parlais de la partie Sales Insight, de Customer Insight, Supply Chain Insight. Donc, un exemple ici, c'est Customer Insight. C'est quoi? C'est comme on a vu sur la partie gauche, comme j'ai dit, donc il y a les données, ils ne sont pas seulement dans l'ERP, ils peuvent être dans différentes entreprises comme des sites web, comme des applications de gestion de campagne, dans mes points de vente, sur du social, sur des systèmes de loyalty ou de customer loyalty, d'accord? Et donc, toutes ces données-là, d'accord, si je veux les utiliser, je dois les standardiser, donc les digérer ici, après les mapper avec les données transactionnelles ou les données les structures de données transactionnelles que j'ai sur un RP, un CRM, les enrichir et après pouvoir faire tourner, comme on voit au milieu, de l'AI, du ML et de l'analytique et les exploiter après avec soit sur une partie visualisation avec du Power BI ou en permettant aux employés de tirer profit de ces données sur des applications qu'ils vont utiliser chaque jour. Donc, ils ont des données, des insights ou une vue 360 ici du client sur une application. Par exemple, lorsque je suis dans un magasin ou autre et je suis customer facing, je peux avoir mon application qui permet, lorsque je rencontre un client, d'avoir la vue 360 directement et pouvoir donc mieux personnaliser l'engagement avec ce client-là. Et je peux les utiliser aussi dans différentes rubriques. Donc, ça, c'est des exemples, mais aussi dans la partie marketing pour mieux améliorer mes campagnes marketing ou pour améliorer aussi les visites sur mes sites web ou autres, ou les interactions avec les bots que j'aurai. Donc, sur l'autre slide aussi, donc ici, la troisième brique, c'est la partie Power Platform. Donc, pourquoi avoir pensé à une plateforme de low-code, no-code qui est intégrée avec mon ERP? Parce que, comme j'ai dit, donc, lorsqu'on customise des ERP, ça devient difficile. Lorsqu'on les adapte avec du développement en touchant le cœur, ça devient difficile après de les mettre à jour. Donc, chose qui s'est avérée, voilà, une erreur parce que lorsqu'il y a des changements, lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a une pandémie ou autre, on veut rapidement, d'accord, adopter notre business model ou autre ou pour faire face à cette crise, pour être résilient. Et lorsqu'on est sur une ERP ou un CRM, d'ailleurs, qui est très customisé, ça devient très difficile. Et donc, pour éviter donc, de partir beaucoup dans
loin du standard, mais tout en pouvant, donc, tout en vous permettant de couvrir les spécificités de votre business, vous s'orientez vers un modèle d'extensibilité à travers du low-code, no-code. Et c'est pour cela, donc, Dynamics 365, il est bâti sur sur la plateforme Power Platform. Et donc, Power Platform vous permet, que ce soit sur la partie Power BI, cette visualisation, mais aussi la Power Apps pour développer des applications low-code, no-code, donc donner la main réellement aux métiers, aux gens experts sur le business et alléger la charge de l'IT en les laissant se concentrer beaucoup plus sur les tâches qui leur sont importantes, au lieu que de se focaliser sur à développer des applications pour le métier et avoir beaucoup de discussions. Donc ici, c'est le métier qui développe sa propre application parce qu'il voit qu'il a besoin de ça, parce que pour optimiser ses process, il sait qu'il a besoin de cette interface-là. Et donc, ça lui permet de développer une application rapidement et d'augmenter la productivité et de répondre en même temps aux spécificités dont il a besoin qui n'existent pas peut-être dans le standard. Donc, la partie Power Automate pour automatiser aussi des flux de données, la partie Power Virtual Agent pour avoir tous ces chatbots ou permettre donc une interaction chatbot. Donc ici, par exemple, un exemple d'un client qui développait donc ça pour la maintenance. Donc au lieu que voilà l'IT il est embarqué et tout ça, c'est vraiment le responsable de la maintenance qui a développé cette Power Virtual Agent, ce chatbot pour que voilà ces équipes puissent déclarer donc une demande de maintenance sans avoir à se connecter à l'ERP ou à leur Enterprise Asset Management, mais tout en chattant avec un bot en disant voilà, je remarque une panne sur la machine et le bot interagit avec lui et crée directement la demande de maintenance. Ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples qui peuvent être que nous rencontrons aujourd'hui et ça permet de vraiment ce qu'on appelle unleash, donc la créativité des métiers dans vos entreprises. Donc ça, c'est un exemple aussi. Donc la partie, donc ici j'ai parlé rapidement de cette partie automatisation. Donc, mais l'automatisation, on peut la pousser plus loin que juste l'automatisation de flux de données et tout ça, mais on peut utiliser donc la robotic process automation. Donc par exemple, si j'ai vraiment un legacy system que j'attaque pas dès le départ, parce que comme on a dit, on est dans une approche itérative. Et qu'on ne va pas attaquer dès le départ, mais que je dois garder pour un moment. Donc, je peux utiliser la API pour qu'elle puisse interagir avec ce système assez ancien ou legacy. Mais il y a aussi d'autres différentes use cases pour la RPA. Et elle est présente sur la partie Power Platform. Donc, l'autre partie, c'est le Modern Workplace. Donc, comment aussi ne pas avoir à être seulement c'est-à-dire sur deux interfaces, disons. Donc ça, c'est la première, mais il y a beaucoup d'autres apports. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte que voilà, je suis sur mon interface ERP, j'ai besoin donc du support d'un collègue ou j'ai besoin de discuter d'une opportunité, d'une bonne commande, d'une ligne donc dans un journal, d'accord, de comptabilité avec mes peers. Et là, je n'ai pas besoin de quitter cette interface, d'accord, de Dynamics 365. Je peux directement donc, communiquer, collaborer avec mes collègues avec cette intégration entre les produits de collaboration de Microsoft, donc 365, et les outils de Dynamics 365. Alors, on pousse ça beaucoup plus loin, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la partie collaboration, on ne parle pas seulement donc, de cette partie où on peut chatter, mais aussi je peux, par exemple, je suis sur une fiche client, je peux donc appeler directement le service, c'est-à-dire me connecter, j'ai un call d'un client et je dois chatter avec une personne du service client qui peut résoudre la problématique, donc je peux le pinguer directement. Je suis aussi, par exemple, avec le client, mais je n'ai pas le temps, d'accord? Je suis sur la route et je n'ai pas le temps de prendre des notes, des actions nécessaires. Donc, à travers le call Teams et l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc, le système peut détecter les actions dans une discussion et les mettre comme note ou comme task, d'accord, sur cette opportunité ou sur la fiche client. Donc ça, c'est des exemples, mais on pousse ça encore plus loin. Donc pourquoi? Parce qu'on voit que voilà, augmenter la productivité des employés peut avoir un retour sur investissement et pour cela, il faut intégrer plus ces outils et les outils business. Donc aussi, il faut tirer profit de ce qu'apportent aujourd'hui les innovations sur la partie
réalité mixte. Et donc, on a vécu tout ça, donc la pandémie, on a vécu donc un confinement, et on sait très bien, là, un exemple de remote assist, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, avoir le technicien qui est peut-être qui est le plus expert sur une machine ou sur un process dans l'usine ou autre, sur le coup, d'accord, ou qui peut se déplacer ou qui peut voyager pour venir résoudre cette problématique-là. Et donc, à travers de la réalité mixte, dans un cas avec Remote Assist, on peut avoir ce technicien-là le plus tôt possible parce qu'il va juste se connecter à son Teams, d'accord? Et moi, en tant qu'employé dans l'usine ou autre, je vais mettre mon HoloLens, par exemple, ou je vais utiliser mon téléphone, d'accord? Remote Assist sur téléphone, donc on peut les utiliser sur deux, soit HoloLens ou téléphone, et lui montrer la machine, et c'est lui qui va me guider, qui va me dessiner où intervenir, quel câble changer, quel résistant changer, ou quel type de pièces à manipuler pour réparer cette machine-là. Donc ça, c'est un exemple aussi. Donc ça, c'est l'exemple Remote Assist. On a aussi Guides qui permet, par exemple, d'onboarder plus rapidement. Donc je peux mettre tout le process d'onboarding d'un employé, disons que cet employé, il va monter, d'accord, quelque chose où il va travailler dans le magasin, il doit réorganiser chaque jour donc, les items dans les magasins ou autre. Donc, au lieu d'avoir beaucoup de monde, je ne peux pas avoir beaucoup de monde pendant la pandémie dans l'usine ou dans le magasin. Donc, au lieu d'avoir quelqu'un donc, déjà perdre le temps de quelqu'un pour l'accompagner et pour l'introduire ou l'emborder sur les process qu'il doit faire. Donc là, il peut mettre aussi sa HoloLens et je peux déployer tous les process qu'il doit faire sur Guides, et Guides va le guider en lui disant que voilà, il faut serrer ici, il faut monter cette pièce en numéro 2, en numéro 3, ou il faut faire ça et ça dans un magasin. Donc ça, c'est très important de tirer profit de ces innovations-là sur la partie réalité mixte. Super. Merci Mehdi. Du coup, Merci. On passe au J'espère que troisième. je vais dépasser mon temps. C'est pas grave, t'inquiète, Pierre est très performant, il va rattraper pour après. On passe au Merci. troisième pilier donc, de votre plan d'attaque qui est le cloud. Pierre. Effectivement, le prochain point, effectivement, c'est le cloud. C'est un pilier essentiel hein, quand on parle de modernisation de RP. Alors, l'idée est ici de pouvoir un petit peu lister quels sont les avantages de donner par une architecture cloud. Alors, je rentre pas trop dans le détail sur le sujet cloud en tant que tel. J'imagine que si vous participez à un webinaire sur la modernisation de RP, vous savez plus ou moins ce que veut dire le cloud. Sinon, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On sera un plaisir de faire un nouveau webinaire sur le sujet. Mais plus sérieusement, donc d'un point de vue avantage en fait donné par le cloud, la première chose, il s'agit du stockage facile des données, bien entendu, où une migration vers le cloud, elle est souvent engagée en fait par cette notion de matériel devenu un peu obsolète, avec des supports d'applications qui sont arrivés à expiration, des matériaux, enfin un matériel informatique qui est difficilement extensible et qui peut amener, quand on accumule de la donnée, qui peut amener à des problèmes de performance. Donc, c'est une des premières choses, en tout cas, qui sont importantes à prendre en compte lorsque l'on parle de cloud, c'est qu'on a une facilité en augmenter notre capacité de stockage. Le second point, c'est bien entendu la grande disponibilité, une disponibilité 24 heures sur 24. On parle du point de vue technique, bien sûr, des serveurs et de ce qui est mis à disposition, mais aussi des services. Et ça, c'est un avantage, un énorme avantage, en fait, notamment quand on travaille dans un contexte international. Le troisième point, pardon, c'est la fiabilité, la sécurisation et la conformité. Fiabilité, puisque vous avez une continuité de mise à disposition des informations, peu importe qu'il y arrive un sinistre dans votre entreprise ou pas, en fait, vous avez une continuité dans vos données et vous pouvez garder en fait vos données à disponibilité. La sécurisation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la cybersécurité, dans laquelle
l'investissement de Microsoft est très important dans cette cybersécurité, donc qui sécurise vraiment vos données. Et la conformité, alors on prend l'exemple de la RGPD, bien entendu. Le cloud répond à ces problématiques de conformité. Le dernier point, la flexibilité, bien entendu, et l'évolutivité, pardon, Ça va aller. que j'évoquerai un petit peu plus tard. Mais flexibilité, puisque vous avez la capacité de monter en puissance. Le bon exemple pour ça, je pense que c'est la saisonnalité. Saisonnalité de votre activité, avec par exemple un pic qui arrive en fin d'année pour les fêtes de fin d'année. Voilà, on a la possibilité de mettre de la capacité de monter en puissance l'architecture cloud pour répondre à ces problématiques. Donc, l'évolutivité, je vais y arriver. J'en parle un petit peu après. Alors, on a listé les avantages du cloud, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est les principaux qu'on souhaitait partager avec vous. Maintenant, la question est de savoir quelles sont les notions, en tout cas, à bien prendre en compte lorsqu'on veut migrer dans le cloud. Et à cela, donc on ajoute la modernisation de l'ERP. Alors, dans un premier temps, il y a une chose chez HSO qu'on partage, que l'on partage, c'est que l'ERP moderne est forcément un ERP cloud. Dans le sens où ce qui est amené par le cloud, c'est vraiment des mises à jour qui sont exécutées de façon mensuelle. Alors, on a bien entendu la possibilité de retarder certaines migrations, en tout cas de mise à jour, pardon, de faire un plan un petit peu plus étalé. Mais cette ERP cloud a la possibilité de s'alimenter au fur et à mesure, à alimenter son évolution avec des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour de correctifs, etc. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, un ERP moderne, il passe bien entendu par ces mises à jour, fréquentes. En fait. Le second point, l'ERP cloud, il est donc complètement standard, au maximum en tout cas, puisque le fait de bénéficier de ces mises à jour de façon récurrente amène en fait à maximiser la proximité avec la norme ou le standard, si vous voulez. Et donc, plus on va se rapprocher des best practices, et plus on va pouvoir bénéficier en fait de ces fonctionnalités et de les mettre en place assez rapidement. Lorsque on s'éloigne un petit peu de ce standard-là, l'activation en tout cas de certaines fonctionnalités qui viennent d'être mises en place est un petit peu plus compliquée puisque on va devoir regarder les répercussions par rapport aux spécifiques qu'on a pu mettre en place. Le troisième point, là, qui concerne vraiment l'architecture moderne, l'architecture cloud, vraiment de façon très, très ciblée, d'un point de vue technique. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Nous sommes à l'ère de l'information. Il y a énormément de données qui sont générées par nos systèmes de gestion, mais jusque nos devices personnels. Et dans nos systèmes de gestion, cette donnée-là, elle est très importante à transformer pour être transformée entre guillemets en information pertinente pour la prise de décision. Et l'architecture cloud, elle est vraiment faite pour cela, pour amener à une prise de décision à haute valeur ajoutée grâce à l'exploitation de cette donnée. Donc, on va dire que pour réussir cette migration dans le cloud, il faut déjà réfléchir à la façon dont on va pouvoir exploiter la donnée. L'idée est vraiment de pouvoir donner la main à la manipulation de la donnée, comme le disait tout à l'heure Mehdi en parlant de low-code, donner la main un petit peu plus à ceux qui en ont besoin, en fait, ceux qui exploitent la donnée et qui en ont besoin pour la prise de décision, on va leur donner la main pour manipuler cette donnée et puis
on va dire, l'arranger comme il le souhaite, l'exploiter pour la prise de décision. Donc, en résumé, pour réussir sa migration dans le cloud, on doit considérer ces trois aspects-là. L'ERP est un ERP cloud, l'ERP cloud est un ERP standard, et l'architecture cloud répond à l'exploitation de la donnée. Et donc, il est important en fait de considérer déjà ces aspects-là pour aller plus loin. Alors, quelques petits conseils qui reviennent en fait de l'expérience de certains de nos clients, alors qui peuvent paraître simples et limpides assez rapidement, hein, restons simples, mais ces conseils sont souvent oubliés en fait au fil du temps, au fil du projet, et donc sont importants quand même à mentionner. Restez simple dans l'approche, évitons en fait dans cette modernisation de RP de vouloir agrandir le scope, de rajouter en tout cas des fonctionnalités trop rapidement. Restons simples dans l'approche. Plus votre projet de modernisation sera simple, plus il sera lisible et en tout cas gérable et permettra de suivre vos objectifs. Pensée standard, je ne reviens pas dessus, on en a un petit peu parlé justement précédemment, mais l'idée est vraiment de pouvoir suivre en fait cette mise en place de fonctionnalités. Et en fait, l'ERP cloud et son architecture cloud n'est jamais terminé. C'est quelque chose qui vit. On en a parlé un petit peu d'itération tout à l'heure. Et en fait, l'ERP cloud, il est sans cesse en évolution en fait. Le dernier conseil est de respecter le scope défini. Alors là, on parle vraiment de la phase projet en soi, dans laquelle les retours clients, en tout cas, sont de se dire respectons le scope défini dans le cadre du projet, et puis on aura l'occasion d'ajouter des fonctionnalités par la suite. Alors, en résumé, sur la partie cloud, on parle de flexibilité, d'adaptabilité. La flexibilité, on l'a vu, hein, de pouvoir augmenter, de monter en puissance, en tout cas, son architecture et pour répondre à des besoins de saisonnalité. Par exemple. L'idée, Pierre, c'est que du coup, avec un ERP moderne, on soit aussi flexible que ce monsieur, quoi. C'est ça? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je vous garantis que vous serez aussi flexible que ce monsieur. Et puis, en fait, cette flexibilité, adaptabilité va nous permettre d'agir plus rapidement et bien entendu, donc, par ricochet, de se distinguer de la concurrence. Le dernier pilier qu'on souhaitait aborder avec vous est la partie delivery, où là, on a en fait l'architecture cloud en soi et l'ERP cloud amène à une nouvelle façon de penser pour définir en fait sa stratégie et définir son architecture, mais elle a aussi un impact côté delivery. Alors, concrètement, pour se préparer à la mise en place, en tout cas, de cette ERP cloud et de la modernisation de son ERP, il y a deux piliers majeurs que nous considérons chez HSO. Le premier est bien entendu d'accompagner en interne, qu'il s'agisse d'un déploiement, d'une fonctionnalité ou d'une nouvelle application. Le retour sur investissement il sera d'autant plus important que vos équipes utiliseront le logiciel et de manière optimale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à ne pas négliger en amont en amont du projet. Le second point, c'est sur trouver le partenaire, ou les bons partenaires en tout cas. Et en fait, étant donné que l'ERP est quelque chose de vivant et qui va tout le temps évoluer,
on considère, en tout cas chez HSO, qu'un questionnaire avec 2000 lignes et puis la mention d'une exécution en mode agile est un peu obsolète, puisque, je prends un exemple, mais on pourrait avoir une question sur laquelle l'ERP ne répondrait pas dans un premier temps, mais 3 mois après, avec une nouvelle mise à jour, on serait tout à fait capable, l'ERP serait tout à fait capable d'y répondre. Donc, Pierre, juste, il reste 3 minutes. Il faudrait juste un tout petit peu accélérer sur la suite. Parfait. Allez, je continue. Donc, quand on continue sur le delivery, il y a une chose à prendre en compte. On a parlé d'itération tout à l'heure. Et ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que dans la mise en place à la fois du projet de modernisation, mais par la suite, on entre vraiment dans un mode itératif avec une amélioration continue. Alors, ça a des avantages qui sont importants, hein. C'est de réduire le délai de résolution des problèmes par des mises à jour constantes. Donc, alors, on réduit le backlog des issues et puis des problèmes qui peuvent être rencontrés. On sécurise bien entendu les connaissances des équipes et on parle ici d'une équipe DevOps qui, en tout cas, c'est la vision qu'on partage chez HSO. Une équipe DevOps, c'est quoi? C'est une équipe qui va pouvoir lier à la fois l'exploitation de l'ERP, mais aussi tout ce qui est delivery et tout ce qui est mise à jour. Et les deux sont complètement imbriqués. Et cette équipe DevOps est très, très importante, en tout cas pour la suite et après le projet. Alors, du côté de la méthodologie, bien entendu, on s'appuie sur ce mode itératif. Alors ici, c'est la méthodologie portée par HSO. Je voudrais juste m'attarder quelques instants sur 2 points. La première, la phase de diagnostic qui est très importante. On a parlé des prérequis un petit peu et de changement, d'adoption. En fait, cette phase de diagnostic, elle est très importante pour HSO de pouvoir accompagner à la fois dans le choix et le dimensionnement de l'équipe et le choix aussi des partenaires et de la plateforme Microsoft qui est très, très largement partagée et utilisée dans le monde. Cette phase de diagnostic nous permet vraiment de savoir où est-ce qu'on va aller dans ce projet de modernisation de l'ERP. Le second point que je voulais évoquer ici, il s'agit de la phase de conception et de développement qui, vous le voyez, agit de la même façon en mode itération. Et l'idée est vraiment d'instaurer cette idée d'itération dans la phase projet, mais aussi par la suite, en fait, après le projet, et de donner un petit peu cet état d'esprit à l'équipe. Voilà pour la méthodologie, je laisse Marie prendre la main. Merci. Merci Pierre. Donc, comment se préparer concrètement? Donc, si vous vous souvenez, on a 4 piliers. Le premier, c'est la stratégie. Deuxième, transformation. Le troisième, le cloud avec toute la technologie embarquée. Et le delivery, la réalisation en fait, de votre projet. Rares sont les sociétés qui arrivent à monter une stratégie, à se dire on va transformer de cette façon, du moins à le faire seul en toute autonomie. Donc, chez HSO, effectivement, on a la possibilité de vous accompagner sur avec différents axes d'approche. Pauline, si tu peux avancer la présentation. Si aujourd'hui, alors parmi les participants, il y a des gens qui n'ont pas du tout de solution ERP ou quelques briques et qui souhaitent effectivement s'équiper d'une solution complètement intégrée, modulaire et qui souhaitent avancer sur du Dynamics 365, finance et opération, on a une approche qu'on appelle découverte qui se décompose en 3 phases principales. La première, ça va de faire un état des lieux avec vos équipes, analyser l'existant, découvrir votre périmètre fonctionnel, vos métiers, vos flux métiers avec vos utilisateurs clés, les gens qui font votre quotidien et qui font tourner la boutique de votre côté. Il va y avoir aussi une analyse technique parce qu'en fait, un ERP n'est jamais seul, il y a toujours des interfaces à créer, des flux de données à avoir en fait dans l'ensemble du système d'information. On va parler architecture et environnement, puisque effectivement, la solution et la plateforme Dynamics 365 apportent en fait ces bénéfices à nos clients.
Donc, on va faire un état des lieux, on va cartographier effectivement l'existant. Le deuxième point, en fait, le deuxième sujet abordé, ça va être une cartographie du périmètre fonctionnel et technique et l'environnement projet. Pour cela, en fait, on va fournir ce qu'on appelle un BCM, qui est une cartographie des modules et des fonctionnalités qui seront utilisés et paramétrés dans la solution D365. Et on va aussi faire une cartographie applicative pour partir d'un constat et de se dire demain, en fait, le point d'arrivée, ça va être celui-ci via la solution Dynamics 365. Derrière, il y aura toutes les problématiques et les enjeux surtout technologiques et techniques sur les environnements, l'hébergement, etc. 3, ça va être la méthodologie HSO, puisque en fait, HSO a une méthodologie qui est forte, qui est structurante, mais qui est aussi agile. Donc là-dessus, on va monter généralement avec nos prospects et nos clients des workshops sur la méthodologie qui permettent d'aborder les différentes étapes, d'aborder le changement, parce que certaines personnes peuvent être réfractaires, ou certains métiers ou certains process pour les faire rentrer dans le standard. Le RACI, les rôles et les responsabilités de chacun, côté HSO et aussi côté client. Les ressources que vous allez mobiliser, nous, les ressources que nous allons mettre en place pour la bonne réalisation de votre projet. Le planning, les points de vigilance et les services managés, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est le support post-go live qui va vous permettre en fait de continuer à optimiser votre solution et à la maintenir en fait en conditions opérationnelles et qui correspond à votre quotidien. Les livrables, le livrable principal, forcément, ça va être une roadmap stratégique sur laquelle on va venir lister en coopération avec vos équipes et avec votre direction les bénéfices de la solution, les risques identifiés et comment on va les gérer, l'investissement, c'est-à-dire le budget, mais aussi en termes de ressources, de temps de votre côté, et la partie planning. Pour que vous ayez une idée claire sur demain. Oui, je me dépêche parce qu'il est déjà 35, c'est pour ça que j'essaye de passer un peu vite. Mais... Donc voilà pour l'approche découverte si vous n'êtes pas équipé d'une ancienne version de Dynamics 365 ou de Dynamics 365 mais qui ne fonctionne pas très bien. Voilà. La deuxième et dernière du coup approche pour aujourd'hui, ça va être la partie recovery. Donc on a pas mal de sollicitations de clients équipés soit d'une ancienne version, donc AX, soit d'une version actuelle de Dynamics 365 avec un périmètre et un scope qui ne tournent pas très bien. Donc ce qu'on fait chez HSO, c'est qu'on va venir faire un quick scan. On va faire une revue technique, fonctionnelle et surtout une revue de code pour voir comment ça a été paramétré, comment les choses ont été construites avec l'intégrateur actuel. On va faire des recommandations et des préconisations techniques et fonctionnelles. On va les prioriser en vous disant l'urgence, c'est ça, il faut vraiment avancer là-dessus. Ça peut prendre un peu plus de temps, on peut attendre un peu plus longtemps. On va fournir forcément toujours notre BCM, donc avec les modules identifiés et les fonctionnalités à déployer. Et l'implémentation se fera au choix. Soit elle peut se faire par HSO, soit par vos équipes si elles ont la capacité en interne de le faire. L'accompagnement, c'est forcément, on a la capacité de reprendre le déploiement en cours, mais aussi les contrats, de proposer aussi des services managés ou un contrat de TMA qui va venir en fait accélérer la mise en place d'une solution finalisée et conforme et valide à ce que vous attendiez. Et c'est pareil, en fait, le but, c'est de livrer un rapport de quick scan, les recommandations, la priorisation, le RACI, les responsabilités de chacun pour l'implémentation des recommandations. Super, merci Marie. Donc je suis désolée, on a dépassé un tout petit peu le temps qu'on s'était donné et qu'on avait fixé. Encore une fois, cette présentation donc, a été enregistrée, donc je vous enverrai le replay très prochainement. Il y a des questions qui ont été posées dans le chat, certaines ont été répondues, d'autres peut-être pas. Dans tous les cas, on va reprendre contact avec vous très rapidement. Vous, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous également. Là, vous avez nos coordonnées, donc celui de Marie qui vient juste de présenter les offres, celui de Franck aussi. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été parmi nous pour ce premier webinaire. Comme on dit, il faut une première fois à tout. Et puis, en tout cas, on vous dit à très, 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 très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.